J'ai toujours aimé me lancer des défis, apprendre à surfer, traverser le Vietnam à moto, ou encore sauter d'un toit à un autre. C'est excitant d'apprendre de nouvelles choses et de repousser ses limites, même si parfois on échoue. Ça va? Cet été, j'avais rien de prévu. C'était l'occasion pour un vieux projet. Partir faire du trek en autonomie, juste mes jambes, un sac à dos et la nature. Dans cette vidéo, je vais vous partager toute ma préparation. Comment je me suis équipé, comment j'ai géré l'eau et la nourriture sur 7 jours, et comment j'ai suivi un itinéraire en montagne sans me perdre. Mais je vais aussi vous partager mes galères et mes ressentis sur la route sans filtre. Et il y en a eu des difficultés car je ne suis pas parti n'importe où. Je voulais vraiment tester mes limites, autant physiques que mentales. Alors je suis parti faire la randonnée la plus difficile de France sans expérience. Première étape de ce défi, trouver la pire randonnée de France. Alors rapidement, je me retrouve avec ce classement. Ce sont toutes des randonnées techniques en montagne et n'importe laquelle aurait déjà été un beau défi. Mais un GR, ça reste une randonnée balisée. Je cherchais plus difficile, plus sauvage. Et en cherchant un peu, on trouve ces deux randonnées, l'Exatrek et la HRP. L'Exatrek, c'est un parcours de 6 mois qui traverse toutes les montagnes de France et c'est clairement la pire, mais j'ai que 7 jours. Alors je regarde la HRP. La haute route traverse les Pyrénées comme le GR10, mais il y a une grosse différence. Le GR10 reste sur les flancs de montagne, mais la HRP passe par les sommets. C'est une randonnée bien plus difficile, plus technique et qui n'est pas balisée. D'ailleurs, la version hardcore de l'Exatrek passe par là. Bref, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, il me faut choisir une portion. On dit que la partie la plus belle, la plus difficile, la plus sauvage, ce sont les Pyrénées centrales. Et c'est d'ailleurs dans cette région que se trouvent les 70 ours des Pyrénées. C'est décidé, je partirai de Luchon pour mon défi. Pour le reste, je refuse de me renseigner davantage. Je ne veux pas connaître les étapes par où je vais passer ou où je vais terminer. Tout ça, je veux le découvrir au fur et à mesure. Alors il y a juste un petit problème, j'ai jamais fait de vraie randonnée en montagne. Oui, j'ai déjà fait 2-3 fois du camping sauvage dans les Alpes, mais j'étais avec des potes, pas tout seul, et l'ambiance était plus vin et saucisson qu'atteindre les sommets. Je suis téméraire mais pas fou, je veux me préparer sérieusement. Et ça tombe bien, j'ai un pote qui est aventurier professionnel, Anthony Verlaine. Hello Anto, si tu dois citer une seule aventure pour impressionner mon audience, vraiment si on a l'impression que t'en fais des caisses, c'est que t'en fais pas assez. C'est une question difficile, hein. Mon pays préféré, mon pays coup de cœur, c'est quand j'ai fait la traversée de toute la Namibie à pied, entre les attaques de hyènes, de babouins, de black mamba, de cobra du Cap et mon stock d'eau qui a été détruit pendant 4 jours, j'ai pas pu boire. Tout ça fait que c'était une belle aventure. Ouais, c'était quelque chose. Du coup, moi, c'est moins extrême. Je vais faire la traversée des Pyrénées, mais j'ai pas vraiment d'expérience en montagne. Comment je pourrais me préparer? Eh ben, c'est trop drôle que tu me proposes ça. J'organise un nouveau stage survie cet été en Andorre. Viens, et puis comme ça, tu seras formé pour toute ta traversée. J'ai trouvé la pire randonnée, j'ai trouvé un coach, maintenant il manque plus que l'équipement. Sauf qu'un équipement de rando complet, ça coûte au moins 1000 € même à Decathlon. Alors je commence à chercher des sponsors. J'ai envoyé des dizaines d'emails, aucune réponse. Je peux pas leur en vouloir, je sais que j'ai plus une image d'influenceur voyage que d'aventurier. Et pour eux, il y a un risque si l'aventure se passe mal. Mais je refuse d'abandonner. Je suis invité à un mariage à Cassis et j'en profite pour passer à Toulon. C'est ici que se trouvent les bureaux de Seagal, ma marque préférée. En gros, ils font des vêtements techniques qui ressemblent à des habits de tous les jours. Ça fait 5 ans que je voyage avec leurs pièces et y a pas mieux. J'arrive à leur bureau stressé, c'est ma dernière chance. Alors imaginez mon état quand ils me disent de repartir et de revenir le lendemain. Après plus d'1 heure avec les 2 responsables marketing, ils acceptent. Et à ce moment-là, je suis trop heureux. Clairement, pour mon premier sponsor, je pouvais pas m'attendre à mieux qu'une de mes marques préférées. Pour le reste de l'équipement, je profite des soldes. Et c'est bon, je suis prêt pour le premier défi, le stage d'Anthony. Du coup, il y a une différence de mentalité. Le concept est simple. Partir 3 jours en montagne sans tente ni nourriture. Et malheureusement, toute la bouffe, elle a pas survécu. Donc je vais passer et on va faire les sacs les uns après les autres. Si on a du saucisson, il nous arrive quoi? Tu vas voir. Et si ça suffisait pas, on a aussi des défis à relever. Ça c'est quoi Anto? C'est le bébé sur lequel vous devez prendre soin, voilà. Et s'il est cassé, il y aura des punitions. Vous allez en chier, on va en chier, c'est normal. J'aimerais vous montrer le stage, mais je ne peux pas. En fait, ça gâcherait le principe même, s'adapter à des situations imprévues. Je peux juste vous dire que c'est un stage complet. On apprend à faire du feu, à trouver un lieu sécurisé pour dormir, à trouver à manger soi-même, etc. Après, je ne vais pas mentir, c'était pas facile. On dort dehors avec l'humidité et parfois même la pluie, mais le plus difficile, c'était de gérer la faim. Là, c'est la fin de la journée, 18 h. Ça commence à être dur. J'ai bouffé quoi? Une limace et 2 fourmis depuis ce matin. Merci Anto. Bon, apparemment, les orties, c'est un des meilleurs rapports de vitamine C et de fer. Alors le truc, c'est qu'il faut les manger parce que tout le monde connaît la plante comme le truc qui te pique et qui te gratte. Alors la technique, c'est de les choper par en dessous. Ah si, il y a quand même les picots, hein. Ah, j'ai plus envie.
et c'est aussi en protéines dans la nature le meilleur rapport. Il suffit de la prendre par en dessous, il n'y a pas de picot, de l'appliquer, d'enlever la petite tige, tac, et on peut la manger comme ça directement. Voilà, c'est un petit goût d'épinard, c'est pas dingue, mais en tout cas c'est hyper bon. Bon, pour ceux qui n'ont pas des doigts d'ours comme Anthony, je vous conseillerais de ne pas prendre les plus grandes feuilles parce que j'ai l'impression que les épines passent à travers. Sinon c'est vrai, si tu la prends par en dessous, tu sens rien. Donc le but c'est de la plier et après le but c'est de la mâcher le plus vite possible, hein, c'est tout. C'est ça. Effectivement, c'est un épinard pas ouf. Voilà, épinard pas ouf, c'est une très bonne définition. C'était dur, mais c'est ce qu'il fallait pour me préparer et pour que, à mon tour, je sois capable de traverser ces paysages magnifiques tout seul et en totale autonomie. Bon, je suis de retour à Toulouse, je suis quasiment prêt et il est temps que je vous montre mon équipement. En montagne, on s'habille avec 3 couches spécifiques. La première couche, c'est la seconde peau. Elle doit évacuer la transpiration pour te garder au sec. Alors j'ai pris 2 t-shirts, 2 caleçons et 2 paires de chaussettes en laine mérinos. Tu peux aussi prendre du synthétique, c'est moins cher, évite juste le coton. La deuxième couche doit tenir chaud. Alors j'ai pris une polaire pour l'activité physique et une doudoune légère pour avoir chaud quand je suis inactif. Enfin, la troisième couche doit te protéger de la pluie et du vent. Du coup, j'ai pris le coupe-vent que m'a donné Sigal. Pour le reste, j'ai un short, un legging en mérinos, un tour de cou, un maillot et un bob. Ensuite, pour le campement, c'est plutôt simple. J'ai une tente, un matelas en mousse, un sac de couchage et un sac de 50 litres pour porter tout ça. Enfin, pour la pharmacie, j'ai pris tout ça et c'est vraiment le minimum à avoir. Et pour le reste, comme l'eau, la nourriture et le GPS, je vous le montrerai plus tard dans la vidéo en conditions réelles. Bref, tout est bon en fait, je suis prêt à partir et le départ est demain. 8h, je suis censé partir dans 1 heure et c'est toujours le gros bordel, il va falloir que j'organise tout ça. On va essayer le poids sans le sac, on est à 73,8 et maintenant le poids avec le sac, on est à 88,8 et on a atteint les 15 kg max que je me suis fixé alors que je pensais que j'avais de la marge. Allez, c'est parti, direction d'abord le métro avant d'arriver à la gare et d'enchaîner avec tous les transports. Dernière pâtisserie en un petit moment, ça va manquer. Hein. Bon bah c'est parti, départ des Granges Lasto, on est à peu près à 1000 mètres, sachant que je dois rejoindre les sommets entre 2000 et 3000, donc il va y avoir beaucoup de montées. Et vu que c'est le départ du lac d'eau, il y a énormément de monde, j'ai hâte de me retrouver tout seul. Incroyable, les premières framboises, je sais pas pourquoi personne les a mangées encore. C'est vraiment une blague, j'ai fait 3 jours de rando avec ces chaussures sans problème. Et là je suis parti depuis à peine 1 heure, j'ai déjà un début d'ampoule. Bien arrivé au lac d'Espingo, c'est magnifique. Là je viens de faire à peu près 1000 mètres de dénivelé positif, à peu près 2h30. J'espérais pouvoir atteindre le lac du Portillon ce soir, qui se situe quelque part dans les nuages. Je pars à 17, j'arrive à 20, c'est un petit peu chaud. Je vais dormir ici et je repartirai demain. Allez, premier repas. Je vais au moins filmer la première bouchée parce que j'ai jamais mangé de repas lyophilisé de ma vie. Franchement c'est bon. Après c'est de la purée, c'est classique, hein, c'est dur à louper mais... Ah ouais, je vais me régaler ce soir. Après une bonne nuit, adieu le lac de Saossa et direction le lac de Portillon qui se situe en haut de ces magnifiques pics. C'est à partir de là que je rejoindrai la haute route des Pyrénées que ça commencera. Je vous avoue que la montée ça commence à être vraiment compliqué. On arrive sur la vraie haute montagne. Il faut se repérer avec les cairns, les tas de rochers. C'est un petit peu plus dur, je me suis déjà trompé une fois en bas. Heureusement qu'il reste plus qu'1 heure parce que avec 15 kilos sur le dos, j'en peux plus. C'est fait, je suis arrivé au pluviomètre, on peut voir le lac derrière. Et ce qui est un peu décourageant, c'est que je dois passer par le col que vous voyez là-bas. Il fait un petit peu plus frais d'un coup. Et donc là, j'arrive au premier névé. Le névé, c'est les neiges éternelles. Et quand il y en a sur des pentes, c'est super dangereux. Si tu glisses, tu t'arrêtes plus. Mais voilà, si tu le fais en été, il y a toujours moyen, un petit chemin d'éviter le névé. Et au pire, bon là, tu finis dans l'eau. C'est pas très grave, elle doit être bonne, non ? Je sais pas si ça se voit, mais c'est ultra pentu. Je m'attendais pas à ce que la toute dernière montée soit aussi dure.
me reste 5 km pour à peu près 2 heures de marche, pour redescendre à peu près 2100 je crois, parce que là c'est impossible de faire du camping. Je voulais dormir autour du lac, mais c'est mort. Par contre, juste après le barrage, j'ai repéré ce petit spot là. Je pense que ça sera parfait, je vais me réserver le spot. Bon, je viens de me réveiller de la sieste et je vais vous montrer le système que j'ai prévu pour manger en autonomie pendant une semaine. J'ai prévu 15 plats lyophilisés. Ça, je le mange du coup matin et soir. À midi, j'ai pas envie de cuisiner, forcément de me poser, ouvrir tout mon sac. En plus, quand on mange trop, on est lourd. Alors, je me suis dit que j'allais prendre des barres feed. Après, je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai checké ce qu'il y avait chez moi. J'ai trouvé 2 soupes miso et je me suis pris 2 mix de noix. Donc voilà, moi, je me suis pas embêté à prendre plus, comme du thé ou du café. Et niveau calories, on va pas être très loin des 2000. Je sais que 2000, c'est l'apport qui est recommandé sans faire de sport. Il me faudrait plus 2005 voire 3000, mais j'ai décidé de prendre le risque. Au pire je perds 1 ou 2 kilos. J'ai failli couper la caméra, en fait il me reste la popote et comment je fais cuire tout ça. Il est 8 h et j'ai dormi comme un bébé. Direction les montagnes qui sont derrière. Il y a à peu près 6 heures de marche, 15 km aujourd'hui, 6h30. Dans le parcours original de la HRP, normalement on est censé dormir au refuge de Soula. Donc c'est le chemin en face qui continue. Sauf que moi, comme j'étais un peu en retard sur le planning, je prends un raccourci. Et l'avantage de ce raccourci, c'est qu'on passe par les anciennes mines de la région, d'où les anciens chemins de fer que vous pouvez voir à moitié éclatés et abandonnés. J'espère qu'il date pas de l'époque de la mine ce pont, hein, parce que là, c'est le seul chemin. Il y a des traces d'éboulement. Je marche au milieu plutôt, parce que là, il n'y a plus vraiment de chemin. C'est fermé au bout? Ah, ils ont mis une grille pour que personne passe. Tu m'étonnes, ça doit être super dangereux. Ça va être mon défi du jour. On va passer de 2000 à 2007. Les montées, c'est vraiment le seul moment où je galère et je fais des pauses toutes les 2 minutes. Alors je profite de cette belle vue pour vous parler de mon système de l'eau. J'espère que le son sera bon parce qu'en fait, même si le point de vue est magnifique, on a quand même beaucoup de courant et des cascades juste à côté. Pour les Pyrénées, 1,5 litre d'eau suffit puisqu'on trouve des sources assez souvent. Il faut juste penser à recharger avant les cols, les arêtes et les pics parce que forcément plus on monte, moins il y a d'eau. J'utilise des gourdes filtrantes et en l'occurrence, j'utilise ceux de mes partenaires Oco-Europe. Ça fait 1 an que je les utilise pour faire le tour du monde. Je les ai utilisés dans la jungle, au Vietnam, en Indonésie et franchement, je suis trop fan. C'est pour ça que je vous les partage pendant cette vidéo. Vous pouvez les obtenir avec 10% de réduction avec mon code. Je ferai afficher quelque part parce que j'ai oublié. Et en gros, comment ça s'utilise? Vous enlevez le bouchon ou attachez le filtre. Vous le remplissez et de préférence pas dans le sens du courant. Ça vous évite d'avoir des particules et donc d'abîmer votre filtre plus vite. Et ensuite, il vous suffit juste de refermer le bouchon et c'est bon, vous pouvez boire. Regardez le débit, c'est vraiment fou. Bon allez, je recharge mes 2 bouteilles et on repart. Je vais pas mentir, le GPS me fait peur. Le tracé est littéralement tout droit et il y a marqué 1 heure pour faire 1 kilomètre. Là c'est une zone super dangereuse, il y a un mec au-dessus, à tout moment il peut faire tomber des cailloux. Faut que je fasse extrêmement attention. J'ai la vie de 4 personnes, entre les mains ou entre les pieds on va dire. La moindre erreur, la moindre glissade, alors la montée, je fais tomber une pierre, ça peut être super dangereux. Oh oui, j'y suis enfin.
C'est toujours aussi beau mais toujours aussi dangereux. Regardez toutes les pierres recouvertes de sable. C'est une zone qui est extrêmement glissante. Faut y aller doucement pour pas glisser en bas avec les pierres. Ouais les gars, ça tue. Ça tue l'endroit où j'arrive. Il y a du vent mais ça tue. Un peu plus, je suis tout rouge et j'ai des traces de sel sur le t-shirt. Je vois que j'ai transpiré aujourd'hui. Après, c'est pas parce que je dors dans un camping que je vais tricher. Je dors dans ma tente, je vais me doucher à l'eau froide. Je vais manger maillot-philisé. Et à midi, la seule triche que je me permets, c'est de laisser mon déchet à ces Espagnols là qui me laissent pas dormir où je veux. Ça passe. Ça, ok. Réveil 7h, départ à 8h du camping. J'ai passé la pire nuit depuis le début. Entre le bruit, le sol qui paraît plat mais qui n'est pas du tout, qui était plein de rochers, bref. Aujourd'hui, c'est un peu une journée de transition. Ça va être une journée moche. Vous pouvez le voir, je suis sur une route de voiture. Parce que si je me fie aux étapes de la HRP, je m'arrête encore à un refuge. Et vu qu'on est en Espagne, j'ai pas envie d'être forcé à dormir encore dans un camping ou un refuge. La seule difficulté du jour, c'est un col à 2300. Il n'y a pas de haute montagne, donc essayer d'avaler les kilomètres et passer cette portion qui est pas faux folle. Et par ailleurs, ça c'est une portion de la GR11, donc la route qui relie la mer et l'océan côté espagnol. Je suis vraiment tombé sur la pire journée de la haute route des Pyrénées. Là, j'ai 1 heure de route. Bon, après, je rejoins de nouveau les montagnes, ça va être cool. Mais là, c'est vraiment la journée de transition relou. Il a commencé à pleuvoir à grosses gouttes. J'ai installé la tente en 4ème vitesse. Et là, il s'est arrêté. On est pas mal là en forêt. J'ai la rivière à côté. Et s'il pleut, ben là, c'est bon, je la tente. Il y a une giga grêle là. Ah, ça fait mal juste avec les mains. Eh, faut pas qu'il m'éclate la tente, hein, sinon je suis foutu. Ça s'est calmé. Le ciel est presque bleu, on pourrait presque repartir. Ah, il y en a de toutes les tailles, il y en a, ils sont quand même assez gros. Hein. Je dirais un gros petit pois. Quand on entend toujours l'orage gronder, c'est parti pour durer toute la nuit. Ça grondait toute la nuit jusqu'à 6h du mat, je crois. 7h30, c'est reparti. Cette fois-ci, j'ai eu la nuit la plus longue. Pas en temps de sommeil, mais en temps ressenti. Parce que j'ai fait que me être réveillé par le tonnerre qui grondait toute la nuit. J'ai bien fait de m'avancer hier, je suis content. Là, la grosse étape, ça va être 1h30, 2 heures de montée jusqu'au port de Baroud. Et après, j'aurais fait le plus dur, ça va un peu zigzaguer sur les crêtes, mais le plus dur aurait été fait. Porto de Barossa, on y est! Je viens de passer la Hourquette de Chermantas.
Je suis arrivé à 11h30 à la place de midi annoncé. J'ai toujours l'impression de galérer, mais je bats le GPS même en montée. Ça, c'est quand même assez incroyable. Je sens que mon corps s'adapte. Et je sens que là, je suis capable de marcher les 6 heures de la journée presque d'affilée. Le repas fait du bien, le problème c'est que ça t'endort et que ça te rappelle toutes les douleurs que tu avais oubliées quand tu étais chaud et que tu marchais bien. Je sens que j'ai des 2 ampoules au pied gauche, le pied droit il est mort aussi, et en plus je vais me taper la brume. Allez, elle est partie. Vous voyez Baroud 6h15, je vais encore de 1-2 heures avant Baroud. C'est pas mes records là ces 2 derniers jours. Oh, rien. Bien fait de pas continuer, bon. Pour aérer mon caleçon sans qu'il soit touché par l'humidité dehors, je le coince dans la tente et regardez qu'il y a. J'ai un escargot dessus. Frère, qu'est-ce que tu fais? Et non. Oh putain, tu vas baver partout. Autant le muesli j'en étais fan, autant le porridge bof bof. Je pense que c'est surtout parce que c'est mou et que je commence à en avoir marre de bouffer des lyophilisés. Donc après 1 heure de route, je suis arrivé au lac des Gloriettes. Et là j'ai 1 heure de marche pour arriver au cirque d'Estobé. Donc ça a l'air d'être un route très familial, très facile. Donc d'un côté tant mieux, ça va être joli, je vais voir des trucs sympas. Et comme ça je serai en forme pour la montée après. Putain, je suis con, j'ai oublié de recharger quand j'étais à la rivière. Là, la seule source qui est indiquée sur ma carte, c'est ce petit truc boueux là. Faut pas être pressé pour que ça se remplisse. Hein. Je viens de m'afficher dans l'herbe là, comme une vache. Alors que les vaches, elles ont la route. Bordel. Non, j'ai rien dit, excusez-moi. Je vais faire le vue montagnard, mais je suis choqué. On voit que c'est plus touristique car c'est la première fois qu'on laisse pas la priorité à celui qui monte. Je sais pas les gars, il y a des minimums quand même. Bon bah je vais être au refuge pour 13 heures, même en prenant mon temps pour la montée. En fait j'ai un plutôt bon rythme maintenant, donc là les 15 km je l'ai fait à moitié de journée. C'est-à-dire que 15 km avec 1000 de D+, c'était ce que je faisais en une journée au tout début. On va voir si je m'arrête vraiment là-bas ou si je continue, hein, parce que il va y avoir de la marge. Putain il y en a plein. Petit changement de programme, j'aurais pu m'arrêter au refuge à 13 h. Finalement, en fait, j'ai trouvé ce petit chemin qui m'amène au cirque de Gavarnie. Je vais au cirque et après, direction le camping de Gavarnie. Je passerai la nuit. Ok, je viens de comprendre pourquoi le cirque de Gavarnie était connu. Je viens de comprendre.
On dit que la plupart des gens profitent d'un bon repas. Ce soir, c'est curry et soupe miso. Avant-dernier jour, on vise le refuge de Besse-Lens, si je ne me trompe pas, qui est à 2700 mètres environ. Donc là aujourd'hui c'est 6 heures juste de montée, 6 heures de pure montée. Et d'ailleurs on rejoint le GR10 pour aujourd'hui. Donc là je vais faire une partie du GR10. Ça c'est la première fois que j'en vois une, elle me voit, elle bouge pas. Comment ça va? Bon, j'ai pas vu d'isard, mais c'est la deuxième fois que j'ai un moment privilégié avec des marmottes. Ça compense, hein, parce que les marmottes, c'est quand même vachement mignon comme truc. Je crois que je suis encore devant un cirque. Le ruisseau s'appelle Sauce, donc je suppose que c'est le cirque de Sauce. Et bah, en tout cas, stylé, hein. Là, il y a des paysages très très beaux depuis hier. Niveau odeur, je crois que je viens de passer un point de non-retour. Même si je lave mes habits, que je les change tous les 2-3 jours, que je me douche tous les jours, je commençais à sentir une odeur hier. Je savais pas d'où elle venait. Je regardais la lanière du bâton, le t-shirt, tout. Et en fait, c'est la lanière du sac à dos qui commence à puer. Donc bon, faut commencer à l'accepter. L'eau des montagnes est si claire, c'est abusé. Par contre, je voulais trouver un coin d'ombre pour faire une pause vu que je marche depuis 3 heures. Parce que bon, j'avais passé toutes ces journées au soleil, ça pèse quand même. Je pense que j'aurai pas une meilleure ombre de la journée et je pense que ce sera la dernière ombre aussi de la journée. Je pense pas que ça se voit, mais dans mon eau là, j'ai chopé une crevette. Oh, regardez, vous le voyez là, il bouge. C'est pour ça que je filtre mon eau même quand je vais la faire bouillir après. Comme ça m'évite de manger n'importe quoi. Et je commence vraiment à sentir le déficit calorique. Ça dépanne sur le moment, mais pour la plupart des gens, ils mangent quand même au refuge, ce qui fait que ça s'équilibre. Moi, vu que je mange que ça, je commence à être vraiment sur les réserves. Et je commence à avoir faim tout le temps. Ça, c'est plutôt chiant. Cette fois-ci, je fais pas le radin en eau parce que je sais pas s'il y en aura beaucoup, il fait très très chaud. Et il y a un mouton clamsé juste à côté du cours d'eau, donc il doit contaminer tout le cours d'eau, voire le lac. Et ceux qui sont en train de recharger leur eau juste en bas là, j'espère qu'ils ont un bon filtre, hein, ou qu'ils ont vu le mouton. Ah, ça me tue. Ça c'est le truc qu'on retrouve quand on montagne, des abris de secours, et il y en a qui ont laissé une couverture de survie par terre pour isoler du froid. Ah ouais, c'est grand. Par contre l'entrée minuscule, moi je rentre pas avec mon sac. Je vais réserver ma place directe parce qu'il y a des emplacements de bivouac libres. Et comme vous pouvez le voir là, il est 14 h, il y a quasiment tout qui est déjà pris. Ça a l'air assez populaire et heureusement que j'ai trouvé un emplacement. C'est pas le meilleur, mais déjà j'en ai un. L'avantage de dormir à 2700 mètres, c'est que la vue est incroyable depuis la tente. Le désavantage, c'est qu'il n'y a que des cailloux, c'est le pire sol. Là, il y a tout qui se casse, ça tient à moitié. Mais bon, je suis protégé du vent, donc ça va. Je pense que ça va être les meilleures pâtes aux champignons que j'ai jamais eues. « 6h50, il fait froid mais c'est parti.
Depuis le début, je rêvais de faire un 3000 mètres. Et par un étrange hasard, il y en a un sur ma route le dernier jour. Car oui, c'est déjà la fin de cette aventure. Il est 9h30. C'est-à-dire que le premier jour, je venais à peine de me réveiller, je rangeais les affaires. Alors que là, 9h30, ça fait 2 heures que je marche, je fais un 3000. Je suis en train de redescendre dans la vallée. Il y a encore une semaine, je savais même pas utiliser un réchaud. Et pourtant, je viens de passer 7 jours en totale autonomie sur la pire randonnée de France. Malgré la météo, malgré la fatigue, malgré la faim, j'ai réussi à parcourir 123 km, à gravir et descendre 7000 mètres de dénivelé, et tout ça en portant un sac de 15 kg sur le dos. Sur le papier, c'est déjà une très belle victoire. Et je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de partir seul, mais j'ai découvert bien plus que ça sur la route. J'ai découvert que les Pyrénées sont magnifiques. Au milieu des sommets, on réalise que la France a beaucoup à offrir. J'ai découvert que l'on peut se satisfaire de peu pour vivre. Dans les montagnes, on réalise que la majorité de nos problèmes modernes n'existent que dans nos têtes. Et enfin, j'ai découvert que la beauté d'une aventure, c'est pas son exotisme ou faire plus fort que les autres. C'est simplement le sentiment d'accomplissement, d'être allé jusqu'au bout malgré les difficultés. J'ai adoré cette première expérience et j'ai hâte de repartir en montagne. Et j'espère t'avoir inspiré à ton tour à prendre ton sac à dos et partir pour cette aventure qui te paraît dingue, mais que tu n'arrives pas à te sortir de la tête. Je vais être honnête avec vous les gars, quand je suis parti pour cette rando, je m'attendais principalement à une blessure aux jambes, et pas du tout, absolument pas. Ah, une blessure au coude. Regardez la boule que j'ai sur le coude. Trop de mouvements répétitifs apparemment. J'ai une boule, c'est du liquide, c'est mou, ça me dégoûte là quand je touche, ça gigote. Donc là maintenant je dois vivre avec une espèce de clémentine sur le coude pour peut-être quelques semaines.